C'était un matin comme les autres, du moins, c'est ce que je croyais. Dans les couloirs du service des urgences, tout avait l'air étrangement normal, les pas pressés des infirmières, les voix étouffées derrière les rideaux, l'odeur désinfectante qui ne disparaissait jamais, même après des années passées ici. Pour nous, médecins, chaque journée commençait avec la même illusion, que nous étions prêts à affronter n'importe quoi. Mais on n'est jamais vraiment prêt. J'étais debout depuis plus de 20 heures. Mes yeux me brûlaient, mais mon corps, par habitude, continuait à fonctionner. L'adrénaline, elle seule, me maintenait en mouvement. Dans ma main, un dossier de patient. Dans ma tête, un mélange confus d'angoisse et de routine. Je regardais les moniteurs clignoter, ces machines qui décidaient si une vie continuait, ou s'arrêtait. À cet instant, une ambulance est arrivée. On pouvait l'entendre avant même de la voir, les sirènes brisaient le silence pesant, annonçant l'arrivée d'une nouvelle bataille. Les portes automatiques se sont ouvertes avec fracas, et un homme sur une civière est apparu, inconscient. Son visage était livide, ses lèvres bleuies. « Arrêt cardiaque !» a crié le brancardier. Tout le monde a couru. Moi aussi. C'est là que mon rôle commençait vraiment. Je n'étais plus seulement une femme fatiguée, j'étais le dernier espoir de cet homme. On l'a transféré sur un lit d'urgence. Les bips des machines ont explosé dans la pièce, un son métallique, obsédant. Je me souviens encore de la sensation glaciale de son poignet quand j'ai posé ma main pour chercher un pouls. Rien. Le silence autour de ce rien n'était plus lourd que n'importe quel bruit. Massage cardiaque, tout de suite, ai-je ordonné. Mes mains ont commencé à presser sa poitrine, rythmiquement, sans pause. Chaque pression était un combat. Chaque seconde, une éternité. Autour de moi, les voix s'enchaînaient, rapides, mécaniques. Adrénaline. Préparez le défibrillateur. Oxygène, vite. On aurait dit une chorégraphie macabre, un ballet où chaque geste était calculé, mais où la fin restait incertaine. Mon cœur battait plus vite que celui de l'homme étendu devant moi, car le sien, pour l'instant, s'était tu. Le temps passait, étiré, cruel. Chaque goutte de sueur qui coulait sur mon front me rappelait à quel point la frontière entre la vie et la mort était fragile. Je serrais les dents. J'ai appuyé encore, plus fort. Et soudain, un bip. Un petit signal, faible mais réel. Le cœur battait à nouveau. Nous l'avions ramené. Un souffle de soulagement a traversé la salle. Mais il n'y a jamais de victoire totale ici, juste des sursis. Je me suis reculé, le visage trempé de sueur. J'ai respiré profondément, croyant que le pire était passé. Mais à cet instant précis, mon téléphone a vibré dans la poche de ma blouse. Une fois. Puis une deuxième. Je l'ai ignoré. J'étais encore concentré sur l'homme. Mais le téléphone n'a pas cessé. Il vibrait, encore et encore, comme s'il voulait me crier que ce n'était pas un appel banal. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Qui pouvait insister ainsi, en sachant que j'étais au travail? Je n'osais pas décrocher. Je l'ai sorti de ma poche un instant. L'écran brillait, un nom affiché. Celui de mon mari. Mon cœur a manqué un battement. Mais j'ai reposé le téléphone. Je n'avais pas le droit de quitter la salle, pas maintenant. Alors j'ai continué à travailler. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Je ne le savais pas encore, mais au moment même où je tentais de sauver un inconnu, la vie de mon propre fils était en train de s'échapper. Les secondes passaient comme des heures. La salle d'urgence s'était calmée un peu, le patient réanimé était enfin stabilisé, branché à des machines qui prenaient le relais de son cœur fragile. Les infirmières notaient des chiffres, mon chef donnait des ordres avec cette froideur habituelle. Mais moi, je n'entendais plus rien. Mon esprit était ailleurs, accroché à cette vibration obsédante que je sentais encore dans ma poche. Je savais que je devais rappeler. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon mari ne m'appelait jamais plusieurs fois de suite quand je travaillais. Jamais. Alors, les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone. L'écran affichait
Appel manqué 3 fois. Mon souffle s'est bloqué. J'ai senti un vertige me traverser, comme si tout l'oxygène de la salle m'avait été retiré d'un coup. J'ai appuyé pour rappeler. Une sonnerie. 2 sonneries. Puis la voix de mon mari. Brisée. Tremblante. Méconnaissable. Il ne va pas bien. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Ma bouche s'est asséchée. Quoi? De qui tu parles? Mais au fond de moi, je savais déjà. Notre fils, il respire mal, il ne peut plus se lever, il devient tout pâle, je ne sais pas quoi faire. Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Je me suis agrippé au bord du lit du patient pour ne pas tomber. Je n'entendais plus que sa voix. Les bruits des machines, les pas autour de moi, tout s'effaçait. Mon mari continuait, désespéré. Je t'ai appelé encore et encore. Tu dois venir, il a dit ton prénom avant de fermer les yeux. Mes jambes se sont mises à trembler. J'aurais voulu courir immédiatement, mais derrière moi, la voix de mon chef a claqué comme un fouet. Docteur. Restez concentré. On a encore une patiente en salle 3. Une fillette de 8 ans. Accident de voiture. On a besoin de vous. Maintenant. Je n'arrivais plus à respirer. D'un côté, mon mari en pleurs, mon fils peut-être mourant. De l'autre, une petite fille entre la vie et la mort, et toute une équipe qui me regardait comme si j'étais leur pilier. J'ai crié dans le téléphone. Amène-le tout de suite à l'hôpital. Ne perds pas une seconde. Je vais arriver. Mais même moi, je ne croyais pas à mes propres mots. Je tremblais de rage, de peur, de culpabilité. Comment pouvais-je être ici, à sauver des étrangers, alors que mon propre enfant était en train de se battre pour respirer? Mon mari, au bord de l'effondrement, a murmuré. Dépêche-toi, je t'en supplie. Puis il a raccroché. Le silence a été pire que ses cris. J'ai regardé mon chef, mes collègues. J'ai voulu hurler que j'étais mère avant d'être médecin. Mais les mots sont restés coincés. Mon chef, froid et implacable, a dit. Docteur, vous connaissez vos priorités. Ici, vous êtes médecin. Pas mère. J'ai serré les poings. Des larmes brûlaient mes yeux, mais je les ai retenues. Parce que dans cet endroit, les larmes sont perçues comme une faiblesse. Alors, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Et je suis entré en salle 3. Mais à chaque pas, une voix dans ma tête répétait. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Peut-être que ton fils ne t'attendra pas. Je n'étais plus qu'une coquille vide, déchirée entre deux mondes, celui que j'avais juré de protéger, et celui que j'avais mis au monde. La porte de la salle 3 s'est refermée derrière moi avec un claquement sec. Je me sentais comme enfermé dans une prison invisible. À l'intérieur, une petite fille gisait sur la table d'examen. Ses cheveux blonds étaient collés par le sang, ses vêtements déchirés. Son corps tremblait faiblement sous l'effet du choc. Ses yeux, grands et effrayés, cherchaient un repère. Docteur, c'est une collision frontale, probable traumatisme interne, annonça l'infirmière. Je me suis approché, mécaniquement, comme si je fonctionnais en pilote automatique. Mais mon esprit était déjà auprès de mon fils. Je le voyais, allongé quelque part, luttant pour respirer, appelant « maman » sans que je sois là. J'ai posé mes mains sur le torse de la petite. Elle respirait vite, trop vite. Un signe de détresse. Son regard s'est accroché au mien. Et à cet instant, j'ai vu dans ses yeux ceux de mon propre enfant. Même innocence. Même peur. Mon cœur s'est fissuré. Docteur? On fait quoi? Demanda l'infirmière. Je me suis forcé à reprendre mes esprits. Préparer le scanner. Monitorage complet. Perfusion immédiate. Ma voix paraissait ferme, mais à l'intérieur, j'étais en morceaux. Chaque bip du moniteur me rappelait l'absence de celui de mon fils. Chaque seconde passée ici était une seconde de trop, une seconde qui pouvait décider de sa vie ou de sa mort. Mon téléphone, dans ma poche, semblait brûler ma peau. J'avais envie de le reprendre, d'appeler,
de hurler, « Dites-moi qu'il respire encore !» Mais mes mains étaient couvertes de sang. Je ne pouvais pas bouger. Le chef est entré. Son regard froid, presque glacial, s'est posé sur moi. « Concentrez-vous. Cet enfant dépend de vous. » J'ai serré les dents. J'avais envie de crier, « Et mon fils ? Il dépend de moi aussi. » Mais aucun son n'est sorti. J'ai continué à travailler. Auscultation. Pression sanguine. Injection. Chaque geste était correct, précis, mais mécanique. Mon corps agissait, mon cœur était ailleurs. La petite fille gémissait. Sa mère, à la porte, pleurait en silence, priant pour que je la sauve. Je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que vit mon mari, en ce moment. Il attend, impuissant, que quelqu'un sauve la personne qu'il aime le plus. Un frisson m'a parcouru. J'étais à la fois médecin et mère, mais je ne pouvais être qu'une seule à la fois. Et ce soir-là, j'avais l'impression d'être en train d'échouer dans les deux rôles. Les minutes s'égrenaient. Le sang de la fillette continuait de couler. Les infirmiers couraient autour de moi, branchant les perfusions, préparant le brancard pour le transfert. Mon chef, toujours là, surveillait chacun de mes gestes. Je sentais son regard peser sur mes épaules. Il ne voyait pas mes larmes, car je les retenais. Mais si j'avais pu, j'aurais tout laissé tomber. Je pensais, si je pars maintenant, cet enfant peut mourir. Mais si je reste, mon fils peut mourir aussi. Un dilemme cruel, inhumain. Le temps s'étirait comme un fil tendu, prêt à se rompre. Chaque battement de mon cœur me hurlait, va le rejoindre. Mais mes mains restaient là, à suturer, à comprimer, à soigner. L'ambulance pédiatrique est arrivée pour transporter la fillette vers le bloc. Je me suis senti soulagé, et brisé à la fois. Soulagé parce qu'elle avait une chance. Brisé parce que je savais que j'avais sacrifié des minutes précieuses. Quand la porte s'est refermée derrière le brancard, j'ai arraché mes gants. Je tremblais. Mon souffle était court. Je n'avais plus d'excuses. Je devais courir. Mais à ce moment précis, une nouvelle alerte a retenti dans le couloir. Encore une urgence. Encore une vie suspendue à mes choix. Et moi, j'étais prisonnière. La sirène d'alerte venait encore de retentir dans le couloir. Un autre patient arrivait. Une nouvelle urgence. Mais cette fois, je n'ai pas bougé. Mes jambes refusaient. Mon cœur criait plus fort que toutes les alarmes autour de moi. J'ai arraché mes gants tachés de sang et les ai jetés au sol. Je me suis levé brusquement, comme si quelque chose venait de se briser en moi. Les regards de mes collègues se sont figés sur moi. « Docteur ? Où allez-vous ? » demanda l'infirmière, surprise. Mon chef s'est avancé, le visage fermé. « Vous savez que vous ne pouvez pas quitter votre poste. » Ces mots étaient froids, tranchants comme une lame. Mais je n'entendais plus que la voix de mon mari résonner dans ma tête. « Dépêche-toi, il a dit ton prénom, avant de fermer les yeux. » Mon cœur s'est serré à m'en couper le souffle. Et j'ai répondu, d'une voix étranglée. « Mon fils est en train de mourir. » Un silence glacial a envahi la salle. Même mon chef, toujours inflexible, a baissé les yeux un instant. Mais il n'a rien dit. Il savait que rien ne pouvait m'arrêter désormais. J'ai couru. Mes pas résonnaient dans le couloir comme des coups de marteau. Chaque battement de mon cœur se mêlait au claquement de mes chaussures sur le sol. Les couloirs semblaient interminables, étroits, étouffants. Chaque porte que je croisais s'ouvrait sur des cris, des bips, des pleurs. Mais je ne voyais plus rien. Je fonçais, comme attiré par une seule direction, l'unité pédiatrique. J'ai traversé les ascenseurs, je n'ai pas attendu. J'ai dévalé les escaliers, presque en chute libre. Mon souffle était court, ma gorge brûlait, mais je continuais. Chaque seconde était une éternité. Les murs blancs défilaient comme un cauchemar. Les néons clignotaient, rendant l'air encore plus oppressant. J'avais l'impression que l'hôpital entier voulait me retenir prisonnière. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Je suis enfin arrivé devant les portes vitrées de la salle des urgences pédiatriques. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à pousser la poignée. La porte a résisté un instant, puis s'est ouverte dans un grincement long et lourd. Et là, j'ai vu mon fils, allongé sur un lit. Son petit corps si fragile, branché à des fils et des tubes. Un masque à oxygène couvrait son visage.
Sa poitrine se soulevait à peine, comme si chaque respiration pouvait être la dernière. Autour de lui, une équipe médicale s'affairait, rapide et silencieuse. Mais leur visage était fermé. Ils savaient que tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Mon mari était là, debout dans un coin, le visage défait, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Quand il m'a vu entrer, il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ses mains tremblaient, il s'est couvert le visage pour cacher ses larmes. Je me suis approché de mon fils. Chaque pas vers son lit était un coup de couteau dans ma poitrine. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était glacée. Glacée comme celle du patient que j'avais réanimé quelques heures plus tôt. La différence, c'est que ce n'était pas un inconnu. C'était ma chair, mon sang. Mon bébé, je suis là. Ai-je murmuré, la voix brisée. Son corps ne bougeait presque pas. Mais j'ai cru voir ses doigts tressaillir sous ma main. Une minuscule réponse. Un fil invisible qui me disait, je t'entends, maman. Ne pars pas. Les médecins parlaient autour de moi, mais je n'écoutais pas. Leurs mots devenaient un brouillard. Je ne voyais plus que son visage, son souffle faible, son cœur qui se battait sur le moniteur dans un rythme fragile et instable. Je me suis effondré à genoux près du lit. Mes larmes coulaient sans retenue. J'ai collé mon front contre sa main, répétant encore et encore. Tiens bon, mon amour, je ne te laisserai pas partir. Le temps s'est figé. Chaque seconde passée à ses côtés était une guerre silencieuse. Une course contre la mort. Et je savais que la victoire ne dépendait plus seulement des médecins, mais de la force de ce petit corps qui avait toujours été mon monde entier. Je suis resté agenouillé au chevet de mon fils, tenant sa petite main glacée dans la mienne. Les machines autour de nous bipaient de façon irrégulière, chaque son résonnait dans ma poitrine comme un coup de marteau. J'avais sauvé des dizaines, peut-être des centaines de vies dans ce même hôpital, mais jamais je n'avais ressenti une telle impuissance. Mon mari, silencieux dans un coin de la pièce, fixait son fils avec des yeux rouges, gonflés par les larmes. Il avait toujours été fort, solide comme un roc. Mais ce soir-là, il n'était qu'un père brisé, perdu dans la peur. Je l'entendais sangloter en essayant de cacher son visage. Je me suis penché vers notre fils. J'ai murmuré tout bas, pour que personne d'autre n'entende. Tu es mon miracle. Tu m'as choisi pour être ta maman. Alors je t'en supplie, ne pars pas maintenant. Une infirmière est venue injecter un médicament dans la perfusion. Elle m'a regardé avec compassion, mais sans rien dire. Je connaissais ce silence. C'était le silence que l'on garde quand on n'a aucune certitude. Quand tout repose sur un fil invisible entre la vie et la mort. Les heures se sont étirées comme des jours. Je n'ai pas bougé de sa place. Je lui ai caressé les cheveux, j'ai fredonné doucement les berceuses qu'il aimait bébé. Ma voix tremblait, mais je continuais, comme si mes mots pouvaient former une barrière contre l'obscurité qui voulait l'emporter. Par moments, j'avais l'impression que son souffle s'arrêtait. Je me figeais, la panique me transperçait. Puis je voyais sa poitrine se soulever à nouveau, faible mais présente. Chaque respiration était une victoire. Chaque souffle, un miracle arraché à la mort. À un moment, son petit doigt a bougé. J'ai cru rêver. J'ai serré sa main plus fort. Oui, mon amour, je suis là, reste avec moi. Mon mari s'est approché. Il s'est accroupi près de moi, posant sa main sur mon épaule. Nous étions deux âmes enchaînées à la même douleur, priant pour le même miracle. Les médecins revenaient toutes les 30 minutes, vérifiaient les constantes, ajustaient les machines. Leur voix était technique, détachée, mais moi, je n'entendais que le rythme irrégulier de son cœur. Un rythme fragile, mais vivant. La nuit avançait. Les néons du plafond rendaient la salle glaciale, presque irréelle. Je n'avais plus la notion du temps. Seules mes prières silencieuses me tenaient debout. Et puis, quelque chose a changé. Son souffle, encore faible, est devenu un peu plus régulier. Ses joues, si pâles, ont repris une nuance de couleur. Le bip du moniteur s'est fait plus stable. Je n'osais pas y croire. J'ai retenu mon souffle. Et soudain, ses yeux se sont ouverts. Deux yeux fatigués, lourds, mais vivants. Ils m'ont cherché, et quand ils m'ont trouvé, j'ai senti mon monde se reconstruire en un instant. Je me suis effondré en larmes, ma tête posée contre son bras. Je riais et pleurais à la fois, incapable de retenir le flot d'émotions. Mon mari, lui aussi, a craqué. Nous étions là,
tous les trois, liés par ce fil fragile qui venait de résister à la mort. J'ai murmuré, entre mes sanglots. Je ne partirai plus jamais. Plus jamais je ne laisserai mon travail passer avant toi. Tu es ma vie. Les médecins ont souri discrètement. Ils savaient que la bataille n'était pas finie, mais que la guerre venait d'être gagnée. Je suis resté des heures encore à son chevet, incapable de fermer les yeux. Chaque respiration de mon fils me semblait être un cadeau que je n'avais pas mérité. J'ai repensé à tout ce que j'avais vécu cette journée. Aux vies que j'avais sauvées. Aux choix que j'avais faits. Et à la leçon que je venais d'apprendre dans la douleur. On peut sauver des centaines d'inconnus. On peut être médecin, chirurgien, héros pour des familles entières. Mais quand il s'agit de son propre enfant, on comprend que le vrai courage n'est pas dans la salle d'opération. Le vrai courage, c'est d'aimer assez fort pour refuser de lâcher prise. Cette nuit-là, j'ai compris une vérité simple. La vie ne tient qu'à un fil. Mais ce fil, quand il est tissé par l'amour, devient plus fort que tout.